Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis heureux de vous accueillir pour ce premier webinaire sur les regards croisés sur la décarbonation qui sera consacré aujourd'hui au bâtiment. Donc, je vais passer la parole à Mélanie qui va présenter l'Exced puisque ce webinaire est co-organisé entre l'association Centrale Supélec Alumni et l'Exced. Bonjour à toutes et à tous, et merci de participer à ce webinaire du cycle Regards croisés. Donc, c'est un cycle qui est à l'initiative de l'association en partenariat avec Centrale Supélec Exed, qui est donc l'organisme de formation de l'école qu'on vous présentera juste après. On a lancé cette série de conférences en 2020 afin d'approfondir les thématiques abordées dans les dossiers de la revue Centrale Supélec Alumni, en confrontant l'approche académique avec Centrale Supélec Exed et opérationnelle avec des témoignages d'alumni. Donc, le webinaire d'aujourd'hui sera une extension du dossier de la revue numéro 6 vers la neutralité carbone, un sujet très large que nous commencerons à aborder avec la décarbonation du bâtiment. Et deux autres webinaires seront consacrés à la décarbonation du transport et à la décarbonation de l'industrie. Donc, un petit rappel des règles avant de démarrer. Le webinaire durera 1 heure avec 20 minutes de questions-réponses. Merci de couper vos micros pendant la prise de parole des intervenants. Vous pouvez poser vos questions dans le chat et nous vous y répondrons en deuxième partie de conférence. Je passe maintenant la parole à Pierre-Xavier de Mariave, directeur des programmes inter et intra sur mesure chez Centrale Supélec Exed, qui nous a déjà rejoint. Voilà, merci Mélanie. Bonjour à tous. J'en profite pour vous souhaiter tous mes voeux pour cette année 2022. Voilà, donc on est très heureux d'animer ce webinaire ce matin avec nos experts, voilà, conjointement avec l'association des alumni de Centrale Supélec. Alors on a commencé cet exercice de webinaire en commun déjà depuis l'année dernière et on va continuer cette année. Et on a un certain nombre de thématiques à vous proposer extrêmement intéressantes sur cette année 2022. Alors peut-être Mélanie, tu peux montrer le slide suivant. Ah, Voilà, donc je suis donc directeur des programmes inter et intra sur mesure de Centrale Supélec Executive Education, qui est l'entité de formation continue de l'école Centrale Supélec. Et on adresse un certain nombre de thématiques à différentes populations, donc des personnes qui veulent faire des masters spécialisés, donc des formations plutôt longues, de 12 à 18 mois, des formations courtes, ce qu'on appelle l'inter, donc des formations qui sont certifiantes, donc qui peuvent durer entre 2 jours et une quinzaine de jours. Et puis les formations sur mesure, et là on s'adresse plutôt aux grandes entreprises. Et d'ailleurs, on travaille de plus en plus avec des grandes entreprises du secteur du bâtiment. On vient de signer un partenariat avec Bouygues Construction en décembre sur le management de projet, et on accompagne les dirigeants d'entreprises PME de la filière construction dans les programmes d'accélérateur de BPI. Voilà, donc les grandes thématiques de Centrale Supélec Exed, évidemment, c'est la transformation des entreprises, les transformations digitales, tout ce qui est lié à l'usine 4.0, l'innovation, la créativité, tout ce qui est lié, bien sûr, à ce qu'on apprend dans une école d'ingénieur, tout ce qui est lié aux technologies de l'information, donc le cloud computing, le big data, l'intelligence artificielle et bien sûr tout ce qui est cybersécurité. Alors, on a aussi toute une partie qu'on appelle ingénierie système, qui sont en fait des formations qui sont liées historiquement à ce que Supélec pouvait proposer en formation continue. Donc là, ça va de l'énergie à l'électronique numérique, la résistance des matériaux, enfin des formations extrêmement techniques. Et puis, on est de plus en plus sollicité par des grandes entreprises sur les enjeux de la durabilité, donc les enjeux liés au changement climatique. Voilà, la partie excellence opérationnelle est extrêmement importante chez nous et on est très reconnu sur ces sujets-là. Et on forme chaque année plus d'une centaine de collaborateurs et de stagiaires sur des sujets voilà, de Lean Six Sigma, donc Green Belt, Black Belt, Master Black Belt. On est très fort aussi sur tout ce qui est l'approche management de projet,
et puis tout ce qui est lié, bien sûr, au risk management et les approches agiles. Alors, la partie soft skills est une partie importante chez Central Supélec Executive Education. L'ADN de Central Supélec est de former des ingénieurs qui soient aussi capables de manager, de gérer des équipes, hein. Donc la partie leadership est tout à fait présente et on accompagne beaucoup d'entreprises euh, sur des parcours de haut potentiel ou des parcours dirigeants. Voilà, je vais laisser la parole à nos experts pour commencer ce séminaire. Alors, les intervenants en question, donc, je vais les présenter rapidement. Christian Crémona, qui est le directeur du pôle ingénierie matériaux chez Bouygues Construction, Bouygues Travaux Publics, qui est aussi chargé de cours à Centrale Supélec. Hervé Guéguin, qui est professeur à Centrale Supélec sur le campus de Rennes et responsable de la mission SES. Paul-Louis Meunier, qui est docteur en sciences physiques et professeur à l'ESTP. Et moi-même, qui suis le directeur innovation et R&D chez Bouygues Énergie et Services. Alors, le plan de notre intervention, d'abord le bâtiment, le contexte, et puis finalement le plan d'action gouvernemental, comment est-ce que l'évolution du bâtiment, la décarbonation est prise en compte. Ensuite, Christian Crémona nous parlera du béton, bois, carbone et du bois, c'était l'aspect plutôt matériaux de construction. Hervé Guéguin interviendra sur la décarbonation en exploitation, et Paul-Louis Meunier nous donnera une vision beaucoup plus prospective sur comment est-ce que la production d'énergie interne au bâtiment va évoluer, et comment est-ce que ça pourrait changer l'équation économique, en particulier l'utilisation des matériaux dans le bâtiment. Voilà, je vais donc commencer très rapidement par le bâtiment. Alors, le bâtiment en France, enfin le bâtiment, c'est secteur résidentiel et tertiaire essentiellement. C'est quand même un secteur qui est très très marqué par les émissions, qui ne diminue pas beaucoup, un peu, mais pas beaucoup, et qui sont très très marqués par les énergies carbone. Donc si vous voyez à droite, vous voyez que le résidentiel, c'est 30% de la consommation énergétique, le tertiaire, c'est 16%, à eux deux, donc ils font quasiment 45% de la consommation énergétique de l'ensemble du pays. Et avec beaucoup de gaz, un peu d'électricité, mais beaucoup de gaz et des produits pétroliers. Donc, ce sont des gros consommateurs d'énergie, à eux deux. Et si vous regardez aux émissions en tonnes de CO2, c'est 23% des émissions totales. Alors, effectivement, ils consomment plus d'énergie. Enfin, le ratio de consommation d'énergie est plus important que le ratio d'émissions parce qu'ils utilisent quand même beaucoup d'énergie électrique qui est fortement décarbonée. Donc, le bilan d'émissions en tonnes de CO2 est un peu moins négatif que l'énergie, mais ça reste quand même un gros poste de consommation qui ne diminue pas tant que ça. Donc, en fait, il y a deux plans pour réduire ces consommations. Un, la sobriété et l'efficacité énergétique, c'est réduire les consommations de 40%. Et puis deux, c'est remplacer les énergies carbonées par des énergies décarbonées. Tout ça, on s'inscrit bien sûr dans la stratégie nationale bas carbone 2020 et dans l'optique d'être zéro carbone en 2050. Donc, c'est ces deux plans ces deux axes de travail qui vont se dérouler en parallèle. L'augmentation de la part de l'électricité, bien sûr, la diminution de la part du gaz, qui est encore très importante dans les bâtiments, en particulier dans les logements, la suppression des produits pétroliers et puis l'augmentation de la part des énergies renouvelables à l'horizon 2050, en même temps qu'une diminution globale de l'énergie consommée dans le bâtiment, que ce soit pour sa construction ou pour son exploitation. Alors, si on regarde un peu les chiffres, finalement, il y a trois domaines dans le bâtiment. Vous avez le logement neuf, les logements existants et le secteur tertiaire. Le logement neuf, c'est 350 000 logements par an. Il faut savoir que le renouvellement du bâtiment en France, c'est 1% par an, entre 1 et 2% par an maximum. Donc, c'est important d'agir sur le neuf. Il est encore plus important d'agir, ou au moins tout aussi important d'agir sur les logements existants et sur le secteur tertiaire. Alors, le logement neuf, donc c'est 350 000 logements par an. Ça veut dire qu'en 2050, les logements construits à partir de 2020 représenteront 30% des résidences principales. Donc, d'où l'importance d'une réglementation énergétique 2020 pour diminuer la consommation de ces logements et la consommation et les émissions de CO2. Les logements existants, c'est 29 millions de résidences principales qui dure très très longtemps. C'est compliqué parce que vous avez des pavillons, mais vous avez aussi beaucoup de copropriétés et les leviers d'action sur ces copropriétés,
sont moins fortes pour le gouvernement que sur le logement neuf ou sur le secteur tertiaire. On verra la politique qui est menée là-dessus. La copropriété, le principal obstacle, c'est quand même la structure de décision, qui est l'Assemblée générale de la copropriété, et dont d'abord certaines n'ont pas beaucoup d'argent, deuxièmement, la structure de décision est quand même très compliquée. Le secteur tertiaire, c'est autre chose, c'est des professionnels, donc c'est plus simple. C'est 999 millions de mètres carrés chauffés, donc 460 chauffés au gaz et 148 au fioul. D'où l'importance et le plan d'action, c'est le décret tertiaire qu'a émis le gouvernement récemment. Donc on va regarder un petit peu ces trois axes. C'est important de voir, il y a trois axes dans le bâtiment, le neuf, les logements existants et le secteur tertiaire. Et sur chacun de ces domaines-là, le gouvernement a un plan d'action qui est adapté à ces logements. Donc si on regarde les logements neufs, la réglementation énergétique 2020, donc en fait les réglementations énergétiques ont commencé avec la réglementation thermique de 1974. Avant, il n'y en avait pas. Donc, vous avez la consommation en kilowattheure par mètre carré et par an. Avant 1974, vous avez grosso modo 450 kilowattheures par mètre carré par an de consommation. Aujourd'hui, avec la RT 2012, on est passé à 50 et l'objectif de la RE 2020, c'est de passer à 35. Donc, et vous avez un seuil qu'on appelle les passoires thermiques qui est à 330, qui concerne les logements construits finalement avant l'application de la RT 2014. La RT 2012, donc c'est celle qui s'est appliquée et qui s'applique encore aujourd'hui, a conduit à une très forte réduction des consommations d'énergie des bâtiments, au prix de quelques pourcents de surcoût. Au début, c'était beaucoup plus, mais finalement, les constructeurs se sont adaptés. On a vu quand même qu'il y avait un souci ou un point important, c'est que ces réglementations thermiques, selon la façon dont ce qui est écrit, ça peut avoir des effets de bascule très, très, très importants, notamment sur le fait qu'on raisonne en énergie primaire et pas en énergie finale. L'énergie primaire, donc c'est l'énergie qui est consommée au départ dans les centrales pour amener l'électricité ou l'énergie dans les logements. Le coefficient qui était adapté au départ, c'était 2,58 pour la conversion de l'électricité, qu'elle soit décarbonée, qu'elle soit nucléaire ou pas. Le coefficient, c'était finalement le rendement des centrales thermiques. Tous les logements étaient construits en solution de gaz quasiment. Et aujourd'hui, avec la RE 2020, c'est en train de basculer de l'autre côté, où on va repasser aux pompes à chaleur. En fait, ces réglementations peuvent amener parfois des surprises avec des parts très importantes de gaz ou d'électricité, des effets de bascule, finalement, parfois contraire à ce qu'on estime ou ce qu'on a envie de faire. Donc aujourd'hui, c'est en cours de correction. Donc la RE 2020, cette réglementation énergétique, a été étudiée depuis 4 ans. Elle est entrée en vigueur pour les logements le 1er janvier 2022. Donc c'est vraiment tout récent. Elle est environnementale et pas seulement thermique. Elle réglemente à la fois la qualité du bâti, les émissions de gaz à effet de serre, y compris l'exploitation, le confort d'été, et puis le recours aux énergies renouvelables pour encourager les pompes à chaleur, le photovoltaïque et le bois. Et je reviens bien, la pompe à chaleur qui est quand même extrêmement prometteuse et vertueuse, en particulier en France où l'énergie est complètement décarbonée, était complètement éliminée à la RT 2012 et va être un élément essentiel de la RT et de la RE de 2020. Si on regarde, donc ça c'est le neuf, c'est donc 30% des logements qui seront existants en 2050. Maintenant, si on regarde les logements existants, c'est beaucoup plus difficile d'agir dessus parce que la structure de décision des copropriétés en particulier est compliquée. Hein, c'est une assemblée générale annuelle. Il faut que tout le monde soit d'accord ou presque, et beaucoup de copropriétés n'ont pas beaucoup d'argent. L'essentiel du parc date d'avant 1975. Alors, il y a des logements d'avant 75, les haussmanniens, qui sont relativement vertueux parce que c'était construit à des époques où on construisait bien et les murs étaient épais, mais ce qui est construit entre l'entre-deux-guerres et surtout en après-guerre, c'est beaucoup, à une époque où l'énergie était vraiment pas chère, c'est beaucoup, beaucoup moins vertueux. Donc, il y a quand même 4,8 millions classés énergivores et le rythme actuel de rénovation est très, très insuffisant. Vous avez la répartition des diagnostics de performance énergétique. On voit quand même bien que A et B, il n'y en a quasiment pas. Le gros, c'est D. Finalement, c'est tout ce qui vient après 75. Et puis, vous avez des F et G qui sont
qui sont quand même en nombre. Alors, je reviens sur le diagnostic de performance énergétique. Là aussi, il va changer. J'ai eu la surprise de vendre moi-même un appartement récemment. Il était chauffé au chauffage électrique. On m'a expliqué, ah ben non, il est classé E parce que c'est du chauffage électrique à cause de ce coefficient de 58. Il aurait été chauffé au gaz, qui est quand même beaucoup moins vertueux question CO2. Il aurait été classé C ou D. Donc, d'où parfois l'importance de regarder ce qu'il y a dans ces diagnostics. Et la RE 2020, je reviens là-dessus, s'est penché sur le sujet pour revenir dans une logique de diminuer le CO2. Donc, pour amener l'ensemble à un niveau de qualité proche du BBC Rénovation, le gouvernement n'a pas tant de moyens d'agir que ça. Il a fait un moyen réglementaire la restriction à la location à la vente des logements à consommation excessive. Donc aujourd'hui, vous ne pourrez plus louer une passoire thermique et vous aurez des problèmes pour la vendre. La règle forme du diagnostic de performance énergétique pour le rendre opposable, donc ce n'est plus simplement quelque chose d'indicatif, mais s'il s'avère faux, vous pouvez poursuivre le vendeur et lui demander de revenir dessus. Et puis, il y a des incitations accrues dans le cadre de plan de relance de MaPrimeRénov' et la recentrage des certificats d'économie d'énergie sur des économies réelles. Donc, les moyens pour les bâtiments existants sont quand même plus légers pour le gouvernement. Pour le secteur tertiaire, là, c'est finalement plus simple parce que vous adressez à des professionnels. Les données du problème, c'est qu'il y a quand même une grosse consommation pour les bureaux et encore plus pour les surfaces alimentaires, les grandes surfaces alimentaires et pour les centres commerciaux. Ça émet quand même pas mal. Il y a eu une évolution qui était nette. Pour une base 100 en 2010, on voit bien qu'on est passé à une base 90, mais ça reste quand même très très faible puisqu'on est à un moins 1,2 par an, certainement pas sur la course pour arriver à ce qu'on veut en 2050. Donc le décret tertiaire qui a été pris en application de la loi Elan est très très clair. Pour les bâtiments qui sont neufs, construits à partir de 2019-2020, ils auront un objectif de diminution de leur consommation en valeur absolue. Et pour les plus anciens, on leur a dit que ça sera en valeur relative. Vous devez choisir une année de référence qui ne peut pas être antérieure à 2010. Et à partir de cette année de référence, vous aurez l'obligation de diminuer vos consommations énergétiques de 40% en 2030, 50% en 2050 et 60% en 2060. Donc c'est quand même très, très dur. Alors, il n'y a aujourd'hui pas de pénalité, mais on est plutôt dans le name and shame, mais il est évident que ça va s'avérer quand même coercitif. Et ça correspond à une diminution annuelle de 3% des consommations. Ça ne sera pas simple à tenir, comme c'est indiqué ici. Voilà, donc je vous ai fait très rapidement un survol du plan du gouvernement sur le bâtiment avec ces 3 axes, de façon à obtenir la stratégie qu'on s'est fixée et les objectifs qu'on s'est fixés en 2050. Je vais passer la parole maintenant à Christian Cremona qui va nous présenter l'évolution de la consommation, surtout les matériaux de construction. Parce que dans le bâtiment, il y a 2 choses. Il y a la partie construction et la partie exploitation. Et les 2 sont importantes, notamment le béton est un très gros consommateur, producteur de CO2. Bien, merci Servan. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Je pense que oui. Servan, c'est bon? Oui, c'est très bon. C'est bien, Christian. Très bien. Donc, alors, l'intitulé de l'exposé est béton bas carbone et bois. Bon, vous verrez, je parlerai effectivement de béton bas carbone et de bois, mais bon, mon souci est plutôt de replacer l'aspect matériaux dans ce que la RE 2020 est en train d'imposer. Et vous allez voir que la RE 2020 va piloter sérieusement le choix des matériaux et les évolutions, en tout cas dans le domaine du bâtiment, d'un certain nombre de modes constructifs. Si ça veut bien passer, voilà. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que la RE 2020 parle pour la première fois, enfin, en tout cas dans une réglementation, de la performance environnementale, c'est-à-dire avec un objectif de diminuer l'impact sur le climat des bâtiments neufs, essentiellement, en prenant compte en fait l'ensemble des émissions du bâtiment sur son cycle de vie, c'est-à-dire vraiment de la phase de construction jusqu'à la fin de vie.
Et c'est aussi inciter l'usage de modes constructifs plus vertueux, c'est-à-dire qui émettent moins de gaz à effet de serre ou qui permettent de stocker éventuellement du CO2, de faire de la capture. Et donc, c'est pour cette raison-là que les matériaux biosourcés ou la consommation de sources d'énergie décarbonées sont favorisés et mis en avant. Et là, c'est un point particulièrement important, c'est que la RE 2020, ce n'est pas seulement des vœux pieux, mais c'est aussi, j'allais dire, la première fois où une réglementation va fixer un seuil maximal d'impact sur le changement climatique pour, en tout cas, ce qui concerne la partie gros œuvre et second œuvre, c'est-à-dire tout ce qui est composant du bâtiment et, bien entendu, aussi la partie chantier de construction. Alors, si on regarde un petit peu la performance environnementale du bâtiment sur son cycle de vie, de la production jusqu'à la valorisation en fin de vie, on voit que dans le cadre de la RE 2020 et dans son analyse de cycle de vie, pour tout ce qui est composant, donc y compris la partie gros œuvre, hein, qui est l'objet de ma présentation, eh bien, on regarde vraiment toutes les phases de la production jusqu'à la fin de vie. Alors effectivement, les aspects d'énergie et eau sont plutôt regardés en phase d'exploitation. Le chantier, en fait, c'est pendant la période de chantier, mais également comment on valorise, alors en fin de vie, mais en fin de vie de chantier, hein, c'est-à-dire une fois que le chantier quitte la parcelle, et puis également on regarde la performance sur la parcelle de manière globale. Alors chaque produit de construction, chaque équipement et chaque service va être caractérisé par une donnée environnementale qui est basée sur 27 critères environnementaux. Donc, on va trouver, bien entendu, le potentiel de réchauffement climatique, hein, ce qu'on appelle en fait l'intensité carbone, l'empreinte carbone, etc. Mais on va retrouver tout un ensemble d'indicateurs de consommation d'eau douce, de rejet de déchets radioactifs éventuellement, etc. Bon, donc en fait, ces 27 critères, l'ARE 2020 ne fixe pas, ne réglemente pas l'ensemble de ces 27 critères, va surtout réglementer la partie potentielle de réchauffement climatique, mais demande à ce qu'il y ait bien une évaluation de ces 27 critères. Ce qu'on oublie généralement, c'est-à-dire qu'on est très focalisé par le potentiel de réchauffement climatique, ce qu'on appelle l'empreinte carbone, mais en réalité, on doit bien évaluer l'ensemble des 27 critères. Alors, ces seuils qui sont fixés, ça ne veut peut-être pas forcément dire grand-chose. On voit bien que de toute façon, ça se traduira par une baisse entre 2022 et 2031. Et que cette baisse, en fait, des seuils carbone qui sont fixés, eh bien, diffère suivant les maisons individuelles et les logements collectifs. Mais on voit très vite, quand on fait une analyse en fait, d'un kilogramme de CO2 par mètre carré de surface de plancher, on s'aperçoit que, bien entendu, la partie gros œuvre, VRD, gros œuvre et second œuvre joue pour beaucoup, et que donc il y a un enjeu considérable à faire baisser ces parts-là pour répondre au seuil carbone fixé par la RE 2020. Alors, comme je l'ai indiqué, la RE 2020 donne des pistes, et la première des pistes, c'est que finalement, j'allais dire, si on veut véritablement baisser l'empreinte carbone, c'est d'utiliser des matériaux biosourcés qui, au cours de leur vie, ont stocké le carbone. Donc, c'est utiliser le bois pour la structure, les protections solaires, les menuiseries, le parquet. C'est aussi choisir des isolants à base de matières premières végétales pour bénéficier de ces aspects de puits de carbone. Et c'est aussi s'intéresser à des filières locales, donc des circuits courts pour chaque produit, chaque matériau. Et là, on pense par exemple aux enduits, aux briques, et puis également à la terre crue, qui refait, j'allais dire, un retour en force dans le domaine de la construction. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la manière, enfin les seuils et la manière dont les choses doivent être évoluées, notamment via la CV dynamique qui favorise quand même le biosourcé, fait que quelque part, l'utilisation de tous ces matériaux biosourcés est certainement
l'élément clé, l'élément moteur de la RE 2020, et donc ça va pousser quand même les entreprises de construction, les constructeurs, à avoir une sorte de bascule en termes d'utilisation des matériaux de construction par rapport à ce qu'ils avaient pratiqué jusqu'à présent. Le deuxième point, c'est que, bon, il restera toujours du béton à réaliser. Enfin, en tout cas, il y aura toujours encore des matériaux cimentaires à utiliser, sauf que les analyses montrent que 80% des bétons actuels, c'est-à-dire ceux que l'on trouve sur le marché, peuvent passer le seuil imposé en 2022 par la RE 2020, plus que 30% en 2025 et presque aucun en 2050. Donc, c'est que si on ne fait pas une révolution sur les matériaux cimentaires en 2050, en tout cas pour ce qui concerne le bâtiment, eh bien, on peut complètement faire disparaître l'usage de matériaux cimentaires, ce qui est assez difficile dans la mesure où il y aura toujours au moins des parties d'infrastructure à réaliser. C'est aussi changer la manière de concevoir. Alors, la manière de concevoir, c'est réduire la part de clinker, notamment dans les matériaux cimentaires, au maximum, voire l'amener à zéro. C'est-à-dire avoir, je suis personnellement convaincu que le ciment de 2050 n'aura strictement rien à voir avec le ciment d'aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a, j'allais dire, on est en train d'entrer dans un monde différent où il faudra revisiter les matériaux cimentaires par rapport à ce que je disais tout à l'heure. C'est aussi, j'allais dire, se demander si finalement ce que on utilise en termes de dosage en ciment, eh bien, est toujours, j'allais dire, pertinent. Est-ce qu'on ne peut pas faire baisser les dosages en ciment tout en maintenant la performance? C'est aussi améliorer ou augmenter ce que j'appelle l'éco-efficacité des bétons, c'est-à-dire en mobilisant mieux les résistances. Vous avez ici une courbe qui montre que finalement, sur des matériaux et des bétons à plus forte performance mécanique, eh bien, le kilo de CO2 est mieux optimisé par rapport en fait à la résistance qui est mobilisée. Donc, clairement, peut-être faudrait-il revoir et favoriser plutôt des bétons à plus haute performance, mais mieux utilisés dans la conception. C'est aussi opter par des schémas constructifs qui sont plutôt de type poteau-poutre avec éventuellement du remplissage biosourcé, enfin, adapté, plutôt que des voiles en béton. C'est aussi, j'allais dire, essayer d'y mettre du vide là où on n'a pas besoin de matériaux. Ce n'est pas si simple que ça, mais par exemple, les planchers alvéolés ont pour beaucoup disparu, alors qu'ils permettaient quand même un gain de 25% de matière. Et donc, aujourd'hui, eh bien, c'était jugé beaucoup plus cher. Ça a du sens par rapport, j'allais dire, à la maîtrise du potentiel de réchauffement climatique, c'est-à-dire de l'empreinte carbone. Et c'est aussi recourir aussi à des supports numériques pour mieux optimiser finalement tout le process de la construction et d'avoir une meilleure traçabilité sur l'ensemble des produits. C'est aussi changer la manière de réaliser, donc réduire les pertes de matériaux sur chantier, favoriser leur recyclage, favoriser en fait la réutilisation, le réemploi de ces rebuts de chantier. C'est aussi recourir à la préfabrication pour améliorer la qualité et avoir une meilleure efficience d'un point de vue carbone, mais aussi d'un point de vue d'usage des matériaux. Je rappelle par exemple que si on maîtrise la qualité, on peut réduire des enrobages, on peut en tout cas travailler beaucoup mieux la quantité de matière. C'est aussi, comme je disais, optimiser les enrobages. Et là, il faut se poser la question, globalement, est-ce que on a, j'allais dire, on utilise au mieux le matériau cimentaire dans sa performance actuelle. Même si on fait ça, même si on utilise le bois, sans parler des problèmes que l'on peut rencontrer dans le cadre des filières et de la disponibilité des matériaux,
On ne pourra atteindre les objectifs à horizon 2050 de neutralité carbone qu'en associant plusieurs matériaux d'empreintes carbone différentes et qui permettront éventuellement des matériaux qui sont un peu plus carbonés, de les associer à des matériaux qui sont un peu mieux décarbonés et donc d'avoir peut-être un gain. Donc, c'est mieux prendre en compte justement ce gain carbone qui est lié, par exemple, au réemploi et au recyclage. Si le réemploi et le recyclage permet, par exemple, d'éviter de faire de la calcination, de faire du post-traitement, et permet donc de le réintroduire dans le matériau, il faut pouvoir en bénéficier au niveau, j'allais dire, d'un gain carbone. Donc, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir des analyses de cycle de vie qui soient les plus fines et les plus pertinentes possibles. Et donc, comme je disais, c'est aussi mieux concevoir sur le cycle de vie. Vous avez bien vu que la RE 2020 s'intéresse à l'ensemble du cycle de vie. Et quand on parle de durabilité des matériaux ou de durabilité des constructions, c'est bien se projeter sur le cycle de vie. Et c'est aussi se dire, si j'ai peut-être des matériaux qui sont éventuellement un peu plus carbonés à T égale 0, c'est-à-dire au moment de la construction, peut-être qu'ils seront un peu plus durables et nécessiteront moins d'intervention en termes d'entretien, de maintenance ou éventuellement de réhabilitation. Et donc, effectivement, on aura peut-être un gain sur le cycle de vie. Donc, cette notion de cycle de vie est aussi très importante pour avoir une vision globale des gains carbone que peuvent apporter chacun des matériaux, que ce soit le béton, que ce soit le bois, ou dans des assemblages plus ou moins complexes. Le micro, Servant. Je disais, merci Christian, et Hervé Guéguin va nous présenter la décarbonation d'exploitation. Christian, tu peux relâcher l'écran si tu l'as encore. Ça doit être bon, Servant. Ok, très bien. Okay. Bien, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter rapidement quelques idées sur l'aspect exploitation. Alors, quels sont les enjeux? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est parce qu'en fait, les premiers retours des expériences E plus C-, qui ont conduit à développer l'aspect cycle de vie complet pour l'analyse carbone montrent que, quand même, il reste entre 10 et 40% de l'empreinte carbone qui est liée à l'exploitation. Cette empreinte étant calculée sur 50 ans d'exploitation. Donc, ça peut changer, puisque 50 ans, les bâtiments ne vont pas forcément rester tels qu'ils sont pendant 50 ans. Et ces chiffres-là, ils correspondent à des bâtiments qui sont neufs et performants, au moins du point de vue énergétique. Comme on l'a vu tout à l'heure avec Servant, comme Servant l'a dit, on peut voir que si on regarde dans le tertiaire les chiffres de 2020, il y a, sur les surfaces chauffées, il y a 0,71% de surfaces qui sont des surfaces neuves, donc avec des niveaux de performance élevés. Donc tout le reste, c'est des vieux bâtiments qui restent difficiles à chauffer. Avec des sources qui restent très, très carbonées, puisque, comme on peut le voir ici, tout ce qui est carboné, gaz et fioul, correspond à pratiquement 60% de la surface chauffée. Donc, on a un gros enjeu de ce type-là. Alors, il faut voir qu'il y a un nouveau enjeu qui apparaît, c'est sur la climatisation, puisque sur les surfaces climatisées, le neuf, dans une année, ça représente 1%, c'est-à-dire que c'est plus que la part du chauffé. Donc, les bâtiments sont de plus en plus climatisés. Alors, les leviers d'action pour décarboner et diminuer l'énergie consommée en exploitation, c'est d'abord la consommation. Alors, la RE 2012 et la RE 2020 considèrent un certain nombre de consommations très normées, que sont le chauffage, l'eau chaude sanitaire, la climatisation et l'éclairage.
pour la RE 2012, auxquelles sont rajoutés l'éclairage pour les parties privées, auxquelles on rajoute en 2020 l'éclairage des parties communes et des parkings, et les déplacements internes, tout ce qui est escalator, ascenseur, etc., qui vont être repartagés sur les logements ou sur les bâtiments qui doivent être faits. En dehors de ces usages, en fait, qui sont assez normalisés, il y a tout ce qui est usage spécifique, et dans l'usage spécifique, on retrouve tout le reste qui fait une part importante. Donc, si on regarde les chiffres en 2020 sur l'ensemble du parc tertiaire et résidentiel, on voit que la part du chauffage est encore la part prépondérante, avec 43% en tertiaire, mais plus de 65%, enfin, pratiquement 65% en résidentiel. Et donc, eau chaude et chauffage restent les gros postes qui se développent, avec une partie d'usage spécifique et éclairage qui a tendance aussi à grossir, en particulier dans le tertiaire. Donc, on a cet usage. Et donc, quelles sont les actions qu'on peut avoir? La première action, c'est la sobriété, qu'il ne faut pas oublier. Alors, la sobriété, elle est liée donc, à la construction ou la rénovation, c'est-à-dire ce qu'on a vu sur l'enveloppe, sur l'isolation, sur ça. Elle est liée aux équipements, donc en particulier sur l'amélioration des rendements. Que, par exemple, si on prend un exemple qui est celui de l'éclairage, on voit qu'une LED, c'est un niveau d'éclairage équivalent à peu près 0,1% de la consommation d'une lampe à incandescence. Et pour un chauffage, le passage de radiateur électrique à une pompe à chaleur, on peut considérer un rendement de 2,5 ou 3. Alors après, les choses ne sont pas toujours aussi simples que ça, parce que si vous remplacez votre éclairage à incandescence par une LED, vous gagnez sur le poste éclairage, mais vous allez en fait transférer sur le chauffage la partie d'énergie que vous perdiez en chaleur dans votre bâtiment. C'est vrai dans les périodes de chauffage, mais ça reste des facteurs importants. Donc, à chaque fois qu'on va diminuer les usages ou les pertes sur certains postes, on risque de retransférer sur d'autres postes. Donc, on a ici des systèmes qui sont interdépendants et qui sont relativement complexes. Et puis, une pompe à chaleur, c'est un bon rendement, ça consomme de l'électricité. Il ne faut pas qu'il y ait des fuites de produits parce que ça émet des produits, des gaz, dont l'effet gaz à effet de serre est pire que le CO2. Donc, il faut aussi transformer un certain nombre de choses, faire attention à la maintenance de ces choses-là. Le troisième aspect qui est important, c'est l'usage. Et l'usage des bâtiments est un facteur prépondérant dans leur consommation d'énergie. On dit classiquement, baisser sa consigne de température en période de chauffage, c'est gagner 7% d'énergie. Donc, on voit que c'est important. Et puis, c'est la même chose sur l'eau chaude sanitaire, les usages de l'eau chaude sanitaire. Ne pas tirer de l'eau froide qui a été chauffée, c'est déjà mieux que de tirer de l'eau. C'est vrai sur la climatisation, donc ne pas climatiser, et ça, c'est un point important des réglementations, c'est les conforts d'été. Et c'est vrai pour l'éclairage. Donc, jouer sur la sobriété, ça va demander un gros effort qui est l'adhésion des usagers. Alors, on peut aussi dire, pour l'instant, on compte la consommation des bâtiments en mètres carrés. Il y a des gens qui voudraient qu'on passe à une métrique en occupants, parce que quand on est peu nombreux à occuper beaucoup de mètres carrés, on n'a pas un bon rendement, enfin, on n'a pas un bon bilan. Et puis, ça demande de plus en plus d'avoir une vision dynamique des systèmes, donc un bon contrôle, une bonne résistance. Le deuxième facteur pour diminuer l'aspect carbonation, c'est la source, c'est d'où viennent les énergies dans le bâtiment. Alors, on préconise des choses telles que des sources à cycle court de carbone. Un cycle court de carbone, c'est ce qu'on voit, c'est le biométhane et le bois. Alors, le biométhane, pour l'instant, ça pose
se développe, mais ça pose aussi des problèmes d'utilisation de la ressource agricole. Fait-on de l'élevage pour faire du biométhane parce qu'on fait de l'élevage, à une époque où on se demande ce que vont devenir il y a des pressions sur l'élevage industriel, par exemple. Le bois, bien, il y a toute une question d'utilisation du bois et de ressources qui se posent également. Alors évidemment, la solution, c'est ce qu'on voit, c'est l'électricité. Donc, est-ce qu'on va vers des bâtiments complètement électriques dont on aura supprimé? C'est une question. Et une autre question qui peut se poser, qui même pour l'instant, on ne voit pas trop l'intérêt de l'hydrogène dans le bâtiment ou en stationnaire, hein, mais c'est aussi une possibilité. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que en fonction du type d'énergie que l'on considère, on va avoir un coefficient pour déterminer l'empreinte carbone en termes de kilos équivalent CO2 par kilowattheure. Et donc, évidemment, en fonction de la source que l'on va utiliser, le bilan carbone va être défini. Avec toujours un point hein, qui est que l'aspect bilan carbone, qui est fondamental de nos jours, n'est pas toujours compatible ou cohérent avec l'aspect énergie, qui est un autre aspect important du système. Et d'autres points qui sont liés à la source, aux ressources qu'on va utiliser dans le carbone, qui constituent les gros enjeux en exploitation, hein, c'est évidemment l'aspect renouvelable. Donc, si on dit renouvelable, on dit principalement éolien et photovoltaïque, une fois qu'on a admis qu'on allait utiliser des pompes à chaleur plutôt que des résistances. Avec évidemment des difficultés sur l'aspect renouvelable, qui est l'aspect comment est-ce qu'on maîtrise la production, comment on prend en compte, hein, puisque ici vous avez des données des panneaux solaires qui sont installés, l'installation solaire qui est installée chez nous, ici sur le campus de Centrale Supélec, et où on voit qu'entre évidemment une semaine d'été et une semaine d'hiver, on a une production qui est complètement différente, et que même sur une semaine d'hiver, donc ça c'est la semaine dernière, on voit qu'entre 2 journées successives, entre le 13 et le 14 janvier, on a un profil de production qui est complètement différent. Et donc, s'il faut intégrer cette production dans le bâtiment, bien, il faut mettre en place des stratégies intelligentes. La troisième caractéristique des sources d'énergie que l'on cherche à développer à travers des réglementations, c'est l'aspect local. Donc, l'autoproduction, la production sur place, ce qui est intéressant, mais qui va poser aussi des problèmes de quel rôle pour les réseaux, comment est-ce qu'on gère un réseau, donc qui ne sont pas non plus. Donc, on va avoir un certain nombre de transformations qui vont être faites. Donc, on voit apparaître des gros besoins en termes de stockage, de flexibilité et d'adaptabilité de la consommation principalement, de la production, et donc des questions qui se posent d'anticipation, de gestion optimale, de façon à atteindre les objectifs qui sont fixés. Et pour finir, puisque je représente un peu la partie école, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant. Donc, ces enjeux qui sont présentés ici très rapidement hein, sont des choses qui, bien sûr, sont dans le cursus des ingénieurs Centrale Supélec qui sont à l'école. Donc, tous les élèves ont un cours sur les enjeux du changement climatique qui leur permet de comprendre les enjeux. Ils ont des cours sur les aspects économie circulaire, économie, développement durable, qui est l'aspect économique. Et puis, à travers des différents cours, des différents projets, des séquences thématiques, ils sont confrontés à ces problèmes de gestion de l'énergie, gestion du carbone, en particulier dans le bâtiment, et en particulier à travers 2 dominantes, la dominante construction, ville et transport, et la mention de 3e année qui s'appelle Sciences et ingénierie de la construction, donc qui prend en compte ces problèmes, et de la dominante énergie, avec donc, en particulier deux mentions qui
qui s'intéressent particulièrement à ces problèmes, qui sont la mention efficacité énergétique et la mention Sustainable Energy System, qui ont particulièrement formé les ingénieurs à ces problématiques. Sur la remarque sur le passage au gaz naturel n'était pas une surprise, une volonté assumée de sortir l'électricité. Je dirais, il est clair qu'aujourd'hui, la décarbonation la décarbonation passe par l'électrification. Il n'y a pas de source simple et en quantité prévue de décarboner ou renouvelable. Peut-être le biométhane, mais comme l'a souligné Hervé, le biométhane, il y a une problématique de quantité à produire qui dépend un peu de l'élevage et d'autres éléments, d'une concurrence certainement qui va arriver avec les terres agricoles. Et puis le troisième sujet, c'est qu'il y a des industries, notamment le transport aérien, qui sont très très dépendantes de carburants carbonés, et donc qui seront certainement prioritaires pour l'utilisation des biocarburants par rapport à du chauffage de logement. Donc la solution, en tout cas la voie la plus naturelle pour sortir pour se décarboner, c'est l'électricité. Et je ne pense pas qu'on fasse du yo-yo dans les années qui viennent. Alors après, certains fait une remarque, les pompes à chaleur, c'était venu tardivement. Et est-ce que la pertinence par rapport au parc nucléaire, à la remarque que j'ai faite, va continuer? C'est ce que je viens de dire. L'électricité est certainement la solution pour sortir du carbone. Je ne suis pas sûr qu'auparavant, il y a 10 ou 20 ans, la pompe à chaleur était présente, avait la capacité de se substituer au chauffage à gaz. Donc, ce n'est pas forcément aberrant. Et le gaz représentait déjà un progrès énorme par rapport au fioul, qui était majoritaire dans l'après-guerre, ou voire au chauffage à charbon, comme il y a eu chez mes grands-parents. Il est évident que les choses évoluent. Je ne sais pas si le programme nucléaire va continuer, mais l'électricité et l'énergie renouvelable, aujourd'hui, on parle de plus en plus de stockage, d'utilisation de… Alors, je ne sais pas si non plus comment l'avenir s'écrit, mais de véhicules to grid. Il est évident que la qualité de fourniture de l'électricité devra continuer et va continuer. Je ne sais pas quelles sont les solutions qui seront toutes trouvées, et que la pompe à chaleur représente l'avenir pour le chauffage, là où on ne peut pas bénéficier de réseaux de chaleur. Et j'ai regardé sur les réseaux de chaleur, une autre question sur les réseaux de chaleur. J'ai trouvé des chiffres de réseaux de chaleur, notamment sur le site du CEREMA. Je n'ai pas trouvé de chiffres qui donnaient la proportion de chauffage exacte par rapport au chauffage global qui est produit. Il y avait des questions sur le carbone et sur la production de CO2 par ça c'est pour Christian, sur le ciment. Est-ce qu'il y a des méthodes pour décarboner les deux sources de production de CO2 de la fabrication du ciment, à la fois l'émission de CO2 par la réaction du calcaire qui perd son carbone, et à la fois par le chauffage? Christian, ton micro est… Voilà. Oui. Alors, attends, parce que j'ai ouvert le fil de discussion. Alors, bon, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on fabrique du ciment, le ciment, en fait, c'est la calcination d'un cru avec du calcaire et un petit peu d'argile, mais c'est surtout du calcaire à très haute température, c'est-à-dire, comme c'est indiqué, à 1500 degrés. Les émissions de CO2 se répartissent de la manière suivante, à peu près. 40% vient de la calcination, du process de calcination lui-même, donc c'est-à-dire en fait du combustible, et 60% c'est de la chimie. C'est lié tout simplement à la décarbonation du calcaire. Donc c'est en fait du CO2 qui est émis, j'allais dire, d'un point de vue chimique, lié, à la calcination du calcaire pour former le clinker. Donc, par voie de conséquence, même si on était capable, d'éliminer les 40% liés au chauffage, il n'en reste pas moins qu'il restera une partie qui est liée à la chimie elle-même. Donc, il ne reste plus qu'à faire de la séquestration en sortie de cimenterie pour éventuellement capter tout ce CO2.
Donc ça effectivement, c'est le cas. Alors, je me permets de répondre en attendant à d'autres questions, qui est, par exemple, il y avait la fin de vie, est-ce bien la fin de vie du chantier ou bien la possibilité de déconstruction et de réemploi? Alors, en fait, dans le tableau, il y a deux fins de vie. Il y a la fin de vie qui est la fin de vie de la structure elle-même. Donc, sa durée d'utilisation de projet, c'est 50 ans. Donc, c'est est-ce que, j'allais dire, les matériaux que l'on met en œuvre, on est capable aujourd'hui de pouvoir les recycler d'ici 50 ans. Donc, ça pose la question déjà de la recyclabilité des matériaux que l'on emploie si on fait abstraction de toute évolution technique. Et il y a aussi, j'allais dire, bien entendu, l'aspect chantier, qui est de dire, mais finalement, est-ce que ce que l'on construit en termes de base vie, d'éléments sur le chantier, etc., est-ce que ça part directement à la benne? Est-ce que ça part dans des centres d'enfouissement, etc., puisqu'on fait quand même un peu de béton, on fait un peu des choses, j'allais dire, qui sont à usage uniquement chantier, ou est-ce qu'on peut envisager déjà un réemploi? Donc, en fait, on adresse bien les deux sujets en fait, de fin de vie, qui est la fin de vie du chantier et la fin de vie de la construction elle-même. Et ensuite, il y a une question sur l'acier. Alors, effectivement, l'acier est réemployable, recyclable. On a des intensités carbone qui sont par rapport, enfin, sur des structures, si on fait des comparaisons entre acier et béton, qui sont à peu près similaires, mais c'est par rapport à des bétons qui sont des bétons utilisés aujourd'hui et qui sont essentiellement fortement clinkérisés. Donc, l'acier, certes, est recyclable, mais on arrive au jour d'aujourd'hui, alors ça dépend bien entendu d'où vient l'acier, parce que ce n'est pas toujours gagné. Il n'est pas toujours issu d'un circuit de recyclage. Mais effectivement, même si on a, j'allais dire, des aspects qui sont des aspects particulièrement intéressants en termes d'empreinte carbone, ce n'est pas suffisant, j'allais dire, pour atteindre les objectifs qui sont les objectifs fixés par la RE 2020. Donc, effectivement, il y a toute une question, toute une réflexion, un raisonnement, et il faut quand même raisonner global. Moi, je pense qu'à mon avis, s'il y a deux éléments qu'il faut retenir, c'est premièrement, il faut raisonner non pas un matériau contre un autre, mais un ensemble, un panel, un éventail de matériaux, et il faut aussi raisonner pas seulement matériaux en termes d'empreinte carbone, mais également en termes de combinaison de tous ces matériaux. Il y a un matériau dont je n'ai pas parlé, qui n'est pas très bon en termes d'empreinte carbone, mais qui, combiné avec le béton, peut apporter des éléments intéressants. C'est par exemple tout ce qui est fibre de carbone et fibre de verre. Voilà. On pourra peut-être parler aussi dans un prochain webinaire de la partie rénovation. Parce qu'on voit bien que autant, c'est normal, hein, le neuf est en général bien traité, puisqu'on sait tous se projeter en bon ingénieur sur qu'est-ce qu'on va faire en neuf et qu'est-ce qu'on construit de neuf à partir de ce qu'on a fait les fois précédentes. Ça, c'est la base de notre métier et de notre éducation. La rénovation est plus compliquée, hein, on l'a vu tout à l'heure, ne serait-ce que quand on voit qu'on s'attaque à des copropriétés, ce n'est pas simple. Donc, je vous remercie toutes et toutes pour votre participation. Je remercie les intervenants et je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire dont on vous donnera la date bientôt. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne après-midi. Merci à toutes et à tous. Le replay vous sera envoyé par mail et il sera également disponible sur le site. On vous enverra un questionnaire de satisfaction et également les contacts de Centrale Supélec Exed. Merci à tous.